mes chers collègues, pour la première fois depuis 2017, nombre de sénateurs centristes vont exprimer leur opposition à une déclaration du Gouvernement au titre de l'article 50-1 de la Constitution. Nous vous en devons l'explication, monsieur le Premier ministre, et la devons à nos concitoyens. La gravité de la situation impose un discours de franchise. Notre explication est double. Premièrement, l'exécutif ne peut pas attraire à lui tous les pouvoirs. Nous sommes une démocratie parlementaire. En application de l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. L'hyper-présidentialisation de nos institutions va trop loin, monsieur le Premier ministre. La deuxième considération, c'est que toute décision politique s'analyse à l'aune d'un bilan avantages-inconvénients. Nous ne sommes pas convaincus que ce bilan ait été fait, surtout au regard des effets de long terme du reconfinement. Il va être une catastrophe pour nombre de nos concitoyens, entraîner beaucoup de souffrances individuelles et collectives, de larges déchirures du tissu social. Aucun pays ne sort indemne d'une paupérisation. Le « quoi qu'il en coûte » illimité n'existe pas. Avant de vous développer ces deux idées, les sénateurs centristes voudraient vous exprimer leur compréhension de la difficulté de la tâche des gouvernants. Nulle leçon de notre part, aucune recherche de responsabilité, nous partageons une humilité de bon aloi. Nous exprimons notre gratitude pour le corps médical, à nouveau soumis à une terrible épreuve qui va durer. Nous savons que la situation est préoccupante, mais nous savons aussi que le monde a déjà affronté des pandémies, que paradoxalement le taux de mortalité reste stable, que la maladie est peut-être parmi nous pour longtemps et qu'il faut en toute chose raison garder. Et que nous dit la raison ? La raison, pas simplement l'émotion. Et je reviens à nos deux sujets. Premièrement, tout d'abord, l'ordre normal des choses voudrait que l'exécutif propose et que le Parlement débatte puis légifère. Nous entendons l'argument de l'urgence, mais faisons observer que des mesures antiterroristes à la sortie de la crise des « gilets jaunes », de l'état d'urgence de ce printemps en passant par les lois de finances rectificatives, le Parlement n'a jamais manqué à son devoir dans les délais les plus brefs et sait prendre ses responsabilités. Or, que voyons-nous ? Les décisions ont été annoncées par le Président de la République hier. Nous sommes réunis a posteriori pour voter, alors que les décisions sont déjà prises, et en nous disant que, bien entendu, notre vote n'aura aucune incidence. Cet abaissement du Parlement est une mauvaise manière. Peut-être à nous-mêmes, mais c'est secondaire, monsieur le Premier ministre. Mais c'est surtout une mauvaise manière à la démocratie. L'exécutif, vous-même, en êtes la deuxième victime, en s'exposant seul à la défiance, et nos concitoyens sont privés de tout dialogue et de toute appréciation des mesures à prendre. Ils sont des sujets, ils ne sont plus des acteurs dans cette crise. Plus les restrictions sont majeures, et le reconfinement est une disposition majeure, plus le contrôle du Parlement devrait être strict. Vous faites l'inverse. Plus la décision à prendre est lourde, plus elle doit être partagée. Vous faites toujours l'inverse. Nous en arrivons même à ce que les conseils de défense remplacent les conseils des ministres. Comment exprimer plus nettement la concentration des pouvoirs ? Notre Constitution est certes présidentielle, mais elle repose sur un équilibre des pouvoirs et derrière se profile toute la question des libertés publiques. Pour le groupe centriste, cet équilibre des pouvoirs est essentiel. L'exécutif, au mieux, l'oublie. Nous ne nous y résignons pas. Deuxièmement, au-delà des considérations institutionnelles, le reconfinement est une mesure très brutale. La question essentielle est de savoir si la résilience de notre pays est suffisante pour y résister. Ne nous y trompons pas, elle a diminué depuis le mois de mars. Nos concitoyens sont psychologiquement usés, les entrepreneurs dans la détresse,
La précarité se diffuse. Le terrorisme, j'y reviendrai tout à l'heure, a frappé très durement, encore ce matin. Les bruits de bottes sont multiples à travers le monde, parfois dès la Méditerranée orientale. Notre pays a déjà perdu 7 à 8 % de son PIB. Nos déficits et notre endettement ont filé à des vitesses sidérantes. Notre nation, Monsieur le Premier ministre, a besoin de toutes ses forces. À notre sens, vous surestimez la résistance de notre pays, tandis que vous sous-estimez les multiples défis de l'instant présent. Nous préférons un appel à se retrousser les manches ou à faire bloc collectivement en tant que nation, plus qu'à un appel à en rester au maximum chez soi. Nous nous méfions aussi de la pression du court terme, des images et des propos qui tournent en boucle et suscitent émotion comme culpabilisation. Où sont les études d'impact du reconfinement ? Certainement pas dans le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire qui n'en dit pas un mot. Quel est le bilan coût-avantage des différents scénarios que vous devriez nous présenter, mettre en perspective ? Êtes-vous certain que nous n'aurions pas réussi à freiner suffisamment l'épidémie autrement ? Par un couvre-feu élargi et aménagé, auquel on laisse le temps de produire ses effets, par le tester, alerter, isoler et le déploiement de nouveaux tests, avons tout fait sur le geste barrière, qui normalement sont de nature à nous protéger mutuellement. Sommes-nous allés, chers collègues, au bout de toutes les mesures ciblées, comme le décide au même moment l'Allemagne ? Le Président de la République répond par la négative, mais il ne nous en est pas apporté de démonstration. C'est une grande responsabilité, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Madame la ministre, pardon. C'est une grande responsabilité de savoir si l'on a tout fait pour protéger. C'est aussi une responsabilité de déterminer si l'on a ou non imposé une charge trop lourde à un pays qui l'affaiblira dans la durée. Regardons les choses avec les yeux de nos concitoyens. Sur le plan sanitaire, quel sera l'impact sur notre système de soins d'un pays durablement appauvri ? Quel sera l'impact sur l'espérance de vie dans 5 ans, dans 10 ans ? Où trouverons-nous les moyens pour financer la recherche, les politiques de prévention, les achats de matériel, de molécules dans les années à venir ? Quel sera l'impact, dès demain, des opérations à nouveau déprogrammées, des examens de dépistage non réalisés ? Nous n'entendons que les urgentistes, les réanimateurs, les épidémiologistes. Où sont les cancérologues, les cardiologues, les psychiatres ? Que pensent-ils des mois et années qui viennent ? Sur le plan social et psychologique, comment quantifiez-vous le chômage issu de la mise à l'arrêt de pans entiers de l'économie ? Comment mesurez-vous l'angoisse qui va étreindre des millions de personnes précarisées ou isolées ? Combien de commerçants ou d'entrepreneurs vont perdre le fruit de leur travail ? Sur le plan éducatif, comment estimez-vous les dommages pour nos enfants et nos étudiants ? Sur le plan économique, combien d'entreprises ne se relèveront pas ou seront durablement fragilisées ? Combien seront dépassées par leurs concurrentes asiatiques ? Le Président nous dit que les entreprises vont pouvoir continuer à travailler. Mais pour cela, elles ont besoin de clients, de marché. Tout est interdépendant. Sans clients, il n'y a plus d'activité. Sur le plan budgétaire, comment financerons-nous le « quoi qu'il en coûte » ? L'argent magique, y compris européen, n'existe pas. Monsieur le Premier ministre, nous avons ainsi le sentiment que les décisions sont prises sans tenir suffisamment compte de la globalité de leur impact à l'instant T et leurs effets à long terme. Le sentiment curieux d'une société qui aurait perdu le sens du long terme. Vous avez entendu, Monsieur le Premier ministre, nos réserves. Nous voulons tout autant l'unité nationale. Nous n'oublions jamais son exigence dans la difficulté. Les difficultés sont là. Notre pays est assailli par le terrorisme, attaqué à l'extérieur pour ses valeurs. Le Président de la République est vilipendé et menacé. Cette unité est cruciale pour lutter contre la maladie, pour lutter contre le terrorisme et pour sauver notre économie. Elle existe très clairement, cette unité face au terrorisme. Le Président a dit hier soir qu'il ne fallait pas opposer santé et économie. Nous avons cependant la conviction que vos options y conduisent. Nous vous demandons de faire évoluer les mesures contre la maladie pour sauvegarder notre économie
qui, je le souligne à nouveau, est également le pilier de notre santé future. Laissez leur chance à nos entreprises, laissez leur chance à nos commerces. N'attendez pas 15 jours ou encore moins un mois. Ainsi, pour certains d'entre nous, le vote favorable traduira la volonté de partager les responsabilités. Pour ceux qui vont voter contre, entendez, monsieur le Premier ministre, qu'il s'agit d'une alerte solennelle pour revenir, à un fonctionnement équilibré de nos institutions, et de donner toute sa réalité à l'unité nationale. Merci de votre attention. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Premier ministre, pour répondre